C'est un remaniement assez étonnant, du moins apparemment, parce qu'il se fait 3 mois après la constitution du gouvernement. Il y a là à s'interroger sur quels critères ce gouvernement a été formé. Si 12 ministres s'avèrent incompétents, d'après la version officielle, comment ils ont été choisis. Ensuite, sur quelle base, sur quels critères les nouveaux sont arrivés. Nous n'en connaissons que 2 ou 3. Donc, l'argument du gouvernement ne convainc pas. En fait, il faut regarder la réalité en face. Il y a une lutte entre 2 têtes de l'État, le président du Parlement, Rachid el-Ghannouchi, et le chef de l'État, Kais Saïed. Et Meshishi, le chef du gouvernement, a choisi de se ranger du côté de ce qu'il appelle sa ceinture politique, c'est-à-dire les partis qui le soutiennent, Nahda en premier lieu. Et donc, il a évincé les 12 ministres qui étaient censés être proches du président de la République. C'est un jeu politique qui fait beaucoup plus de mal qu'il ne permet d'espérer et d'être optimiste. J'ai été un opposant toute ma vie, à Bourguiba d'abord, à Ben Ali ensuite, parce qu'il représentait à peu près le même système, un système politique, d'un pouvoir personnel, d'un parti unique et d'une spoliation de absolument toutes les libertés et tous les droits. Je ne peux pas regretter mon opposition à ces deux régimes. Sauf que, avec le recul du temps, je ne peux pas méconnaître les bienfaits, surtout les qualités du président Bourguiba, qui est un génie politique. Et avec le recul du temps, je dis que Bourguiba a péché par despotisme, mais par ailleurs, ça a été un libérateur, ça a été un grand réformiste moderniste. Malheureusement, le système politique était despotique, il n'avait pas permis à son expérience de réussir. Ben Ali, c'est le successeur de Bourguiba qui a maintenu toute la stratégie bourguibienne dans tous les domaines, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur, la question de la femme, etc. Mais il a encore poursuivi et renforcé le système despotique. Donc je ne peux pas le regretter. J'ai fait cette déclaration à l'occasion de la rémémoration du 18 octobre. C'était une grande grève de la faim où j'ai joué un rôle très important. Et j'ai dit que je ne pouvais pas regretter cela, parce que cela avait ébranlé le système Ben Ali. Maintenant, j'ai ajouté qu'avec le recul du temps, nous n'étions pas assez conscients de l'enjeu du SMSI. Il y a encore une grande fracture entre les pays avancés et les pays en voie de développement ou émergents dans le domaine de la révolution numérique. Cet événement aurait pu être une occasion pour la Tunisie de mettre un pied à l'étrier de cette révolution numérique. Malheureusement, Ben Ali lui-même nous a empêchés de comprendre cet enjeu parce qu'au même moment, les Tunisiens étaient interdits d'Internet, on ne pouvait y accéder que par proxy, et le Ammar 404, bien fameux, montrait que la Tunisie se mettait en marge de la révolution numérique. Mais n'empêche que avoir abrité ce sommet mondial, c'était un sommet qui se tenait dans 2 lieux, en Suisse et en Tunisie. C'était quelque chose d'important. Et maintenant, avec le recul du temps, bien évidemment, l'ancien régime n'avait pas que des aspects négatifs. Il y avait des choix qui au départ étaient impopulaires, comme le programme le PASS d'ajustement structurel, qui était rejeté par les syndicats, par les intellectuels, mais qui a été bien mené et qui a abouti à une modernisation des structures de l'économie tunisienne. Il y a eu un autre choix qui n'était pas populaire, le partenariat et la zone de libre-échange avec l'Europe. Et non seulement à l'intérieur de la Tunisie, mais l'ensemble des pays arabes méditerranéens l'avaient refusé, mais avaient tous fini par y souscrire. La Tunisie était le premier à le signer. Est-ce que ce partenariat ne comporte pas
des failles et des échecs. Si le processus de Barcelone contient et comprend de grandes failles et qui font que la Tunisie, bien qu'elle ait progressé dans ses échanges extérieurs, elle reste encore en marge de l'industrie. Et finalement, je citerai donc cette révolution numérique qui était présente dans la politique officielle, mais qui n'avait pas les conditions de réussir. Donc pour résumer, je crois que j'ai été un peu long, pour résumer, je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Au soir de ma vie, je dis que j'ai vécu en homme libre, j'ai payé le prix le plus fort pour l'être, et ce qui est plus important, j'en ai pas profité pour moi-même, mais j'ai mis ma liberté au service des droits et de la liberté de tous les autres. Le journal Mawqf, c'était une tribune qui n'excluait personne, qui défendait le droit de tous les Tunisiens, et mon action politique s'inscrit dans la même vision. Et nous avons adressé en tant que parti, le parti El Amal, un document à l'UGTT au début de cette semaine pour leur dire comment nous concevons ce congrès national, que nous appelons le congrès national du salut, et quel est son ordre du jour, quels sont les mécanismes qui lui permettraient d'aboutir. Notre conception quant à que ce soit un congrès inclusif et non pas exclusif. Maintenant, il est mal parti. Il est mal parti parce que l'UGTT a cru bon de le mettre entre les mains du président, qui n'est pas un très grand unificateur. Et puis le temps passe, il y a eu cette insurrection de jeunes un peu partout dans le pays, des manifestations nocturnes accompagnées de violences, et il y a surtout cet abattement énorme au niveau des classes moyennes qui ne voient plus, qui ont peur de l'avenir et qui n'en peuvent plus du présent. Donc la situation est extrêmement précaire. Faut-il opérer le changement par des actions extra-institutionnelles, en dehors des institutions, pour les renverser? Cela ouvrirait la voie à l'aventure. Faut-il faire un effort pour que tous les protagonistes s'assoient autour d'une table, discutent de ce qu'il faut à la Tunisie pour se stabiliser et progresser? Je pense que c'est ce deuxième choix qu'il faut faire et qui est en tout cas le mien. Donc, je suis optimiste? Non. Il y a, à part le fait que le GTT l'ait remis entre les mains du président, il y a autre chose, ce que chacun des protagonistes de la vie politique et sociale voudrait l'inscrire dans ses luttes politiciennes. Et donc, il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour réconcilier les adversaires de la scène politique. Non, il est fait pour qu'il passe un compromis au profit de la Tunisie. S'ils ne le font pas, ils assumeront seuls, pas seuls, mais en tout cas ça retombera sur nous aussi, mais ils assumeront entièrement les conséquences. La Tunisie, de quoi souffre-t-elle? D'un énorme déficit budgétaire et qui cause un endettement qui a atteint son plafond pratiquement. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas par des rafistolages à l'occasion des lois de finances et des lois complémentaires de finances qu'on va pouvoir. On est en train de régresser. Donc il faut tenir le taureau par les cornes. Pourquoi y a-t-il ce déficit? Il y a le problème des recettes, le problème de l'évasion fiscale, etc. Il faut le traiter. Mais surtout, il y a le problème des dépenses. 49% des dépenses reviennent au salaire de la fonction publique. Quelques 12 à 13% pour le service de la dette. Les interventions de l'État, la caisse de compensation, etc., occupent une certaine place. En plus, vous avez les entreprises publiques qui, au lieu d'alimenter le budget de l'État, elles sont en train de le sucer. Bon, que faut-il faire? Souscrire aux directives du FMI? Non, il faut en débattre. On ne peut pas continuer avec une masse salariale qui soit la plus haute au monde. Mais il faut reconnaître que nous avons le niveau de salaire qui sont parmi les plus bas au monde. Nous sommes 102e
dans le classement international du point de vue du salaire moyen. Donc il y a des discussions sur la place de la masse salariale dans le budget de l'État, mais aussi le niveau des salaires et le droit des gens de conserver leur pouvoir d'achat. Il faut en discuter aussi. Les entreprises publiques gèrent l'essentiel de notre vie. Tout ce qui a trait à l'eau, à l'électricité, à l'assainissement, au transport aérien, terrestre, les ferroviaires, les ports, les aéroports, tout cela est géré par le secteur public. Sauf que le secteur public bat de l'aile. Et certaines sociétés, comme Tunisair, sont sous le coup de l'article 388 du Code des sociétés, qui dit qu'une société qui a déjà dévoré plus de la moitié de son capital doit être dissoute. Donc, on ne peut pas méconnaître les problèmes, il faut en discuter. Cela prendrait un temps énorme, mais on pourrait l'écourter en chargeant chacune de ces questions dans le cadre ou par un atelier, et que tous ces ateliers travaillent ensemble en présence des médias qui permettent à l'opinion de suivre et de prendre conscience des véritables défis de la Tunisie. Ça, c'est l'aspect économique et social. Il y a un aspect politique aussi, il faut partir du réel. Le régime politique ne fonctionne pas, le système électoral ne fonctionne pas. Il faut réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire, d'autant que, selon un sondage non publié, mais que j'ai pu voir, 90% des Tunisiens aspirent à un changement de régime, mais 75% seulement veulent d'un régime présidentiel. Ce n'est pas un vote qui doit s'opérer, on va voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans l'édifice constitutionnel actuel, qu'est-ce qu'il faudrait faire, et aussi dans quel sens amender le code électoral. Les islamistes constituent un vrai problème. C'est eux qui gouvernent de manière directe ou par le truchement d'amis qu'ils manipulent, qu'ils instrumentalisent, et ils sont responsables politiquement de tout ce qui nous est arrivé. Donc le conflit avec les islamistes n'est pas le propre de Abir Moussi. À mon sens, ceux qui ne sont pas avec Nahda sont contre Nahda. Et Nahda, pour le moment, elle n'a que 6,6% de l'électorat, des électeurs inscrits. Très peu. Et le reste, dans une très large majorité, est opposé à Nahda. Donc, le problème de s'opposer à Nahda n'est pas le propre de Abir Moussi. Maintenant, Abir Moussi a effectivement un discours nostalgique, revanchard, qui veut ramener les aiguilles de l'horloge en arrière. Cela, me semble-t-il, est une entreprise impossible, qui ne peut pas avoir lieu. Elle est en train de progresser dans les sondages. Les sondages sont sujets à caution, mais surtout, ces sondages nous renseignent qu'entre 63 et 70% des Tunisiens sondés ne se reconnaissent pas dans le paysage politique actuel. Donc ça se joue actuellement dans un petit mouchoir. Et le problème de la Tunisie, c'est de motiver les 70% d'abstentionnistes et de les entraîner à faire de bons choix. L'éparpillement des forces lui-même génère encore plus d'éparpillement, parce que tous sont égaux dans leur faiblesse, et personne ne veut reconnaître que l'autre est mieux placé pour diriger ce rassemblement. Donc il y a un conflit autour du leadership qui paralyse ce monde. Et puis les démocrates actuellement souffrent d'une certaine coupure avec la société. Ils n'ont pas de racines dans la société. C'est d'ailleurs le propre de tous les partis politiques. Donc ce sont de véritables handicaps. Sont-ils déterminants? Je ne pense pas. Moi, de toutes les façons, au parti El Amal, nous tentons de réunir une coordination démocratique large qui regroupe tous les groupes et les personnalités influentes. Et cela, on va le voir, nous avons encore 4 ans pour construire une force de relève démocratique et centriste.